Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager plusieurs questions que je me suis posées et si vous avez des idées, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, ça m'intéressera toujours. Alors, tout d'abord, si tout le monde était devenu gentil, comme pourrait le sous-entendre la diabolisation et la psychiatrisation des termes théoriques du complot, pourquoi mettre tout le monde sous vidéosurveillance et prendre de multiples dispositions qui ne sont pas niées, qui ne sont pas niables et qui sont mises en avant. Par exemple, on voit souvent, lorsque l'on rentre dans un bâtiment sous vidéosurveillance, ce qui est censé engendrer une certaine sécurité. Alors évidemment, on peut prendre en compte les révélations d'Edward Snowden qui sont parfaitement sourcées, mais là on peut dire que ça pourrait un petit peu toucher la théorie du complot, même si c'est parfaitement sourcé. Voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, si tout le monde n'est pas absolument très gentil sur la planète, pourquoi diaboliser et psychiatriser l'instinct de survie et les dispositions qu'elles peuvent entraîner? Peut-on moralement rejeter en bloc ces dispositions sans les examiner, lorsque ce sont des dispositions personnelles, bien entendu, que les gens prennent, en incluant ces dispositions dans le terme paranoïa? Et je pose la question, si on inclut des dispositions personnelles de sécurité dans le terme paranoïa, à quoi participe-t-on? Alors, je vais vous donner un exemple. Il s'agit, je vais vous dire un petit peu tous les détails parce que je n'ai pas tout noté au fur et à mesure, mais il s'agit d'un médecin, et je crois même que c'était un psychiatre, dont le patient ou la patiente se plaignait régulièrement d'être en danger. Alors évidemment, dans un premier temps, il a dit que c'était la théorie du complot, paranoïa, etc. Et puis un jour, il s'est dit, mais si par hasard c'était vrai. Donc il s'est déplacé et il a pu s'apercevoir que tout cela était très vrai et que la personne était véritablement en danger par rapport à un harcèlement qui, cette fois-ci, se voyait et était évident. Mais lorsqu'il s'agit de techniques plus discrètes que je décris, que beaucoup d'autres personnes décrivent aussi, a-t-on le droit de rejeter tout cela en bloc? Alors, soit on les prend en compte, soit on nie tout en bloc et on dit ça n'existe pas. Mais si on veut les prendre en compte, comment faire? Alors, là, je vais souligner une petite chose très importante. Une erreur dans un contexte hostile n'est pas de la paranoïa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais plutôt, c'est une réaction, un réflexe de Pavlov induit par l'hostilité ambiante. Peut-être que je vais le noter, mais c'est très important. Alors, la question que je me suis posée, c'est aussi, peut-on demander des enquêtes sérieuses au personnel soignant? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, non, parce que le personnel soignant est déjà surchargé en ce moment, qu'ils ont en général de longues et difficiles études et que même Barry Trower, un spécialiste militaire des micro-ondes, disait qu'il ne connaissait pas tout et qu'il y avait certaines choses qui dépassaient sa compréhension. Il faut tenir compte aussi du cloisonnement, c'est-à-dire que dans certains milieux, les gens ne savent pas ce que font ceux qui sont dans le bureau d'à côté. Donc, si on demande ça au personnel soignant, je pense qu'on va complètement l'écraser. Mais, par contre, ce que je propose, c'est d'émettre des réserves.
Ça, c'est toujours possible, si on a compris que ces techniques et technologies existaient. Surtout, si les traitements classiques réagissent étrangement. Il est important aussi de savoir qu'il est possible et facile d'établir une fausse corrélation entre un traitement et l'arrêt de symptômes. Alors par contre, ce qui est, je pense, possible de faire, ce médecin s'est déplacé, c'est un harcèlement évident. Bon, c'était très bien, hein, mais c'est peut-être aussi apprendre aux gens à réagir positivement à cette éventualité. Et peut-être leur dire oui, c'est possible, mais c'est pas certain, il y a une possibilité d'erreur totale aussi, et il y a aussi des possibilités d'erreur partielle. Et le plus souvent, cela arrive un jour ou l'autre, parce que des fausses directions sont induites, et elles sont importantes pour maintenir le discrédit. C'est-à-dire que la personne va avoir l'impression d'avoir toutes les preuves, ou elle va les avoir, comme j'ai expliqué la dernière fois, et un autre procédé va être utilisé, ou alors ce seront des erreurs, et elle va s'exposer publiquement avec ces erreurs. Et elle sera encore plus discréditée. Donc il faut vraiment faire attention à tout cela. Alors peut-être aussi dire qu'il ne faut pas paniquer, et étudier les dispositions possibles, les adapter aux circonstances, parce que parfois certaines dispositions peuvent être bonnes, mais trop lourdes. Et parfois, du fait qu'elles sont trop lourdes, elles peuvent accentuer le danger. Donc ça, c'est une réflexion que peut-être si des gens se plaignent de choses comme ça, qu'il est bon de mener. Et puis, si la personne veut quand même garder ses dispositions trop lourdes, eh bien, à mon avis, il faut respecter le choix de la personne. Elle a peut-être raison, d'ailleurs. Hein? Alors, dans ce domaine, plus que dans tout autre, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de cloisonnements, voilà. Je pense qu'il faut encore plus que dans tous les autres domaines, éviter le raisonnement « je ne connais pas, donc ça n'existe pas ». À mon avis aussi, il faut vraiment faire très attention aux interprétations toutes faites. Je vous ai donné un exemple par rapport aux micro-expressions, aux expressions induites, mais je vais vous en donner un autre. Comme on avait pu le voir par rapport à ce que faisait José Delgado, il était capable d'inspirer une parole. Et ça, c'est sur Wikipédia, qui n'est pas un site complotiste, hein, que c'est écrit, et son livre n'est pas du tout considéré comme complotiste non plus. D'accord? Donc il faut veiller à ne pas confondre une parole induite avec un lapsus. Alors, pour tous ceux qui font partie, par exemple, du personnel soignant, et de tous ceux qui ont une position d'autorité, voilà, j'ai envie de dire, vous avez un grand pouvoir, vous avez une grande responsabilité. Le pouvoir va souvent avec la responsabilité automatiquement, et aussi un grand potentiel de rétribution. C'est-à-dire que vous serez au final rétribué soit positivement, soit négativement. Alors évidemment, quand on dit tout ça, ça peut faire peur, mais je souligne l'importance qu'il y a une différence entre l'erreur maintenue par condescendance et la participation active et volontaire. Et même la participation passive mais volontaire, qui est beaucoup plus discrète, mais je pense tout aussi grave que la participation active et volontaire. Bon, pas forcément, mais ça c'est mon opinion, peut-être que je me trompe. Hein?
Alors, il est possible, comme beaucoup de personnes le disent, et puis aussi beaucoup de personnes qui ont participé à des choses comme ça, que certains membres du personnel soignant participent. Pourquoi je dis ça? Parce que historiquement ça s'est vu, et puis il y a des gens qui l'ont reconnu, hein, et qui ont changé de vie et qui sont devenus des gens très bien, évidemment. Et je dis ça aussi parce que historiquement, donc, dans les camps de concentration, il y a eu des cas semblables. Il y a des opérations qui peuvent donner la vie et des opérations qui sont faites dans d'autres buts, hein, qui étaient faites dans d'autres buts ou qui sont faites dans d'autres buts, voilà. Et puis, les expériences de José Delgado prouvent qu'il utilisait des malades comme cobayes, il le dit lui-même. Hein, alors, qu'ils disent qu'ils sont gentils avec les malades, oui, c'est bien, mais il utilisait quand même ces malades comme cobayes. Mais, je le redis, parce que c'est tellement important, comme il pouvait aussi fabriquer des maladies de toutes pièces, eh bien, je pense qu'il est nécessaire d'intégrer sérieusement cette éventualité. Alors évidemment, je pense que dans le personnel soignant, il y a des gens qui ne connaissent pas. Hein? Il y a des gens qui peut-être en ont entendu parler, mais qui sont influencés. On leur dit, bon, c'est de la théorie du complot, voilà, c'est des fous qui racontent ça, je ne sais pas quoi. On ne va pas dire, hein, parce que les gens sont toujours très gentils, ils vont dire, ce sont des gens qui ont des problèmes psychologiques, ou je ne sais pas quoi, qui racontent des choses comme ça. Donc, ils vont refuser la recherche, ils vont refuser de faire une étude sérieuse sur ces choses-là. Alors, des fois, c'est parce qu'ils y croient vraiment, et des fois, ils y croient vraiment, mais aussi, la peur du jugement du groupe peut jouer un tout petit peu. Hein? Personne n'aime être considéré comme un fou, théorie du complot, etc. D'accord? Mais, et ça je tiens à le souligner, il existe d'autres personnes, certains médecins, certains psychiatres, certains psychologues qui ont courageusement réagi à ces nouvelles. Pas parce que je leur ai donné, moi à l'époque je ne connaissais pas tout ça, mais ils ont écrit des livres, ils ont aidé des gens, ils ont pris position. Donc, parmi le personnel soignant, il y a aussi des gens, il y a des gens qui sont très courageux sur leur terrain, etc., qui ne connaissent pas ça, j'en suis absolument persuadée, mais il y a aussi des gens qui font preuve d'un courage exceptionnel en acceptant de s'informer, en acceptant de prendre position et en acceptant de dire, voilà, là je ne sais pas. Et j'ai lu un texte qui parle de ça, d'un psychiatre en plus, qui dit, mais comment pourrions-nous faire la différence entre les véritables maladies et les maladies induites? Alors, évidemment, c'est possible de la faire, mais ça demande un gros travail approfondi. Certains ont beaucoup poussé, ont beaucoup étudié, ils sont arrivés à des résultats, mais juste le fait de reconnaître que ça existe, eh bien, je crois que ça peut véritablement sauver des vies et des vies sociales.